Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. C'est Ben et avec moi cette semaine, l'homme qui tente à lui tout seul de raisonner la fanbase des Grizzlies, c'est Tom. Comment ça va, Tom? Ça va, écoute, hein, plus que les Grizzlies, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de mon peuple aux élections. Aussi. Tu essayes de raisonner beaucoup de personnes en réalité Ouais, en ce moment. c'est ça. Visiblement, je suis pas très bon à ça. Donc, je pense que je vais arrêter. Écoute, et toi, Ben, comment ça va? Ça va très bien. Bonne semaine de playoff avec des séries que je dirais inégales. Hein, clairement, on devrait publier des stats sur Twitter, Tom, du nombre de messages sur notre conversation selon la série. Alors, on va pas vous mentir qu'il y en a pour certaines, c'est une avalanche de messages. Pour d'autres, il n'y a pas un message de la nuit. Donc peut-être que c'est une indication sur le niveau d'intérêt. On taira le nom des séries qui nous intéressent peut-être plus que les autres pour pas faire de jaloux. En tout cas, cette semaine, chose promise, chose due, on va répondre à vos questions. On en a sélectionné quelques-unes. Ça part beaucoup, c'est un épisode un peu théorie playoff, Tom. Il y a beaucoup de questions théoriques. Avant de répondre à tout ça, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur Twitter, sur YouTube, sur les plateformes de streaming podcast, donc que ça soit Acast, Podcast Addict, bien évidemment Apple Podcast et Spotify. On vous remercie. On va pas perdre plus de temps. C'est mieux dans ce sens-là. On a beaucoup de questions, donc on marque une petite pause et puis à tout de suite. On va commencer, Tom, par une petite page Mavericks. On va en particulier discuter de la manière dont est construit l'effectif. Donc là, j'ai réuni deux questions de nos auditeurs sur Twitter. Une question de MPIC. Encore une fois, ce grand moment avec les pseudos, je m'excuse. L'héliocentrisme à outrance des Hawks et Mavericks est-il déjà amené à évoluer pour pouvoir gagner un titre? Le contre-exemple des Bucks et Suns en est-il la preuve? Et on va associer ça à une question de l'expat. Quel lieutenant pour Doncic l'année prochaine, dans 2 ans? Alors Tom, on va parler de la construction de cet effectif des Mavs. Donc, première chose, est-ce qu'il a atteint le maximum qu'il pouvait faire avec cet héliocentrisme actuellement? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut ajouter, quoi? Ben, moi, je pense que c'est trop tôt pour le dire, tout simplement parce que les projets auxquels on compare les projets héliocentrés, par exemple avec les Hawks et les Mavs, ben, ils sont pas du tout dans la même temporalité. On est, par exemple, si on prend sa comparaison, hein, par exemple les Suns ou même les Bucks, on est dans des meilleurs joueurs qui sont dans d'autres types de contrats, du moins qui sont dans un âge beaucoup plus avancé en fait dans la ligue, qui ont beaucoup plus d'expérience dans la ligue et du coup avec des effectifs qui ont eu le temps d'évoluer à travers le temps. Je trouve que aujourd'hui c'est une itération qui va te permettre de te montrer jusqu'où tu peux pousser ton meilleur joueur dans ce style-là. Mais je pense qu'après, un peu comme ce qu'avait fait Houston avec James Harden au début, on se souvient du James Harden des débuts, auquel après on a rajouté Chris Paul, ensuite il y a eu Russell Westbrook. Donc je pense que c'est vraiment là on essaie de voir jusqu'où ils peuvent porter leur équipe en étant entre guillemets seuls à l'initiation et ensuite ils vont pouvoir faire un choix de rééquilibrer ou pas l'équipe. Mais je trouve que en fait sur l'échiquier de l'NBA, alors oui, peut-être que Doncic c'est peut-être une anomalie, mais quand tu prends l'échelle de la ligue, un joueur qui est dans sa 4e année, c'est pas normal en fait qu'il soit déjà à ce niveau-là et qu'on pose déjà ce type de questions. Totalement. Totalement, Tom. D'ailleurs, pour préciser pour les personnes qui le demandent, l'héliocentrisme, parce que peut-être que vous nous écoutez pour la première fois et que vous ne savez pas ce dont on parle depuis plusieurs épisodes, on a fait un épisode consacré à l'héliocentrisme. Vous pouvez aller l'écouter. Pour simplifier ça de manière très, 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 très rapide, on va dire que c'est un système offensif qui va mettre une très grosse pression, qui va mettre quasiment l'intégralité de la création sur un joueur. Donc, pensez Luka Doncic actuellement du côté des Mavs, Trae Young ou Tom, tu as cité l'exemple historique qui est James Harden. Par exemple, si on prend le cas de Luka Doncic, c'est un joueur dans cette stat que je répète assez souvent, du temps de possession, qui se classe deuxième il y a 3 ans, premier l'année dernière et premier cette année. Donc, c'est un joueur qui a énormément la balle. Et je rejoins complètement ce que tu as dit. Prenons tout simplement, si on parle de l'échiquier de la NBA et puis si on parle plus simplement des forces en présence, les Hawks sont à leur place, je pense. Quand on regarde l'effectif qu'ils ont, ils perdent au premier tour. Quand on regarde les 4 équipes qui ont passé le premier tour à l'Est, je vois pas une série où les Hawks gagnent. En fait, les Hawks sont à leur niveau. Les Mavs sont aussi à leur niveau. Je pense que
dans l'effectif actuel, c'est déjà bien de passer un tour de playoff, mais personne les imagine assez solides pour aller en finale de conf, en fait. Donc, effectivement, ils n'ont pas encore l'effectif à l'heure actuelle pour décrocher un titre. Alors, la question est tout autre. S'ils avaient un effectif pour décrocher le titre, et là c'est plus une question théorique, est-ce que l'héliocentrisme, le fait de vraiment mettre beaucoup de pression sur un joueur en termes de création offensive pour la passe et aussi le scoring peut t'amener au titre? J'ai quelques réserves, mais je pense qu'on ne peut pas juger à l'heure actuelle avec ces Hawks et ces Mavs. Il faut changer l'effectif, il faut avoir un effectif peut-être à l'image de celui de Houston il y a quelques années, le très fort Houston, pour que là on puisse 2018. Exactement, Houston 2018. Même si Houston 2018, c'est intéressant, j'ai été me replonger dans les stats. Tu vois que James Harden touche moins le ballon en termes global, mais que quand il le touche plus longtemps sur le run des playoffs. Oui. En gros, il l'a moins globalement, mais quand il le touche, c'est une ISO. Enfin bref, passons. Mais par rapport à ça, Tom, je pense que l'idée, c'est laissons-leur le temps, en fait. C'est un faux procès, peut-être, contre l'héliocentrisme à l'heure actuelle. Parce que je pense que ça les amène au maximum. Les Hawks joueraient autrement. Les Hawks ne voient pas les playoffs. Les Mavs joueraient autrement. Les Mavs ne passent pas un tour de playoffs, je pense. Oui, c'est ça. Après, ça, encore une fois, ça va dépendre de l'échiquier de la ligue. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu regardes, si ça se trouve, si les équipes autour étaient moins bonnes, on dirait que l'héliocentrisme, ça marche. Tu vois? C'est Exactement. juste que les équipes qui sont autour sont tellement fortes. Parce que, enfin, les Suns, peut-être que c'est pas une équipe hyper glamour ou c'est pas hyper glamour de dire ça, mais les Suns, cette saison, c'est l'une des meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Leur saison régulière est digne des saisons régulières, des meilleures saisons régulières de l'histoire de l'NBA. C'est une équipe historique, Tom. Et puis, il y a une différence de niveau telle avec les Mavs que c'est pas choquant. Après, si on prolonge la question et si on s'intéresse à ce qu'il faut pour Luka Doncic à l'heure actuelle, parce que je pense qu'on a vu, Jalen Brunson a fait une bonne série contre le Jazz, mais on a peut-être vu que c'est limite pour gagner le titre. Mais encore une fois, on l'a dit, peut-être que c'est pas leur objectif vu la construction d'équipe. Euh, Faisons peut-être un peu ce que j'ai fait avec pas Luka, très justement la semaine dernière avec Adrien, mettre tout à plat. Donc si on part vraiment très théoriquement, quel est le joueur que tu voudrais à côté de Luka Doncic? Dans la théorie, j'aurais deux choix par rapport à ce qui potentiellement pourrait être disponible, hein, en restant dans le côté disponible. Je pense que peut-être, moi j'aimerais beaucoup Pascal Siakam, parce que c'est un joueur qui est grand, qui est capable de se créer son propre shoot. Enfin, c'est pas qu'il est capable, qui se crée son propre tir en allant au panier, c'est-à-dire que il a des capacités d'aller du coup au cercle très facilement en dribblant. Il a pas besoin d'avoir la balle tout le temps. C'est quelqu'un qui peut être utilisé lancé, par exemple sur des systèmes lancés où il attaque pas forcément la défense directement de face, et qui peut aussi permettre avec sa taille de permettre à Dallas de garder en fait cette grande taille sur le terrain, parce que généralement quand tu veux chercher de l'initiation, tu vas aller chercher un joueur qui est plus petit, sauf que si tu es Dallas et le joueur le plus petit de ton 5 majeur c'est Luka Doncic ou c'est Reggie Bullock par exemple, la façon dont les équipes vont pouvoir te défendre, la façon dont toi tu vas pouvoir défendre les équipes va être différente. Donc plutôt qu'aller chercher un initiateur qui serait plus petit que Doncic, aller chercher quelqu'un de plus grand qui a des capacités de scoring, qui est bon des deux côtés du terrain et qui peut te permettre du coup de jouer petit, qui peut jouer à côté d'un autre intérieur, qui a la menace du scoring et qui entre guillemets n'est pas comment dire, te permet de rester grand, quoi. De rester grand tout en ajoutant des capacités balle en main, des capacités de scoring. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que le joueur qu'il faut mettre à côté, c'est pas un joueur qui va voler, entre guillemets, le ballon des mains de Luka. J'écoutais le podcast de The Ringer, le mismatch, avec Kevin O'Connor et Chris Vernon, et il y avait cette réflexion très intéressante du journaliste, du coup, Kevin O'Connor, qui expliquait qu'il y a quelques années, il était allé du côté de Dallas pour faire un reportage, et il avait parlé avec les responsables des Mavs de la possibilité de mettre Luka off, donc Luka loin du ballon parfois, et tout le monde était d'accord jusqu'au moment où il pose la question à Luka et où Luka le regarde et fait mais je suis le meneur de jeu, donne-moi le ballon. Et c'est vrai que retirer le ballon, ça paraît logique, mais c'est peut-être contre-intuitif de retirer le ballon des mains du créateur, et peut-être qu'il faut juste lui offrir la possibilité de parfois que l'attaque puisse marquer sans que ça soit lui. Donc je suis assez d'accord sur le fait d'avoir un scoreur. Après,
je comprends l'idée du joueur qui soit plus grand pour rester grand. Je trouve que Luka, contrairement à Trae Young, t'offre la possibilité d'avoir un joueur plus petit que lui quand même pour servir de scoreur. Ce que peut pas faire Trae, parce que en fait, si t'as typiquement, Jalen Brunson pourrait pas jouer avec Trae Young parce que si t'as les deux, c'est pas du tout viable défensivement. Je pense qu'il permet ça, mais oui, sachant que tout le monde sait que mon rêve c'était quand même Giannis avec Luka, je Ouais. pense que Siakam est peut-être qu'il s'en rapproche le plus à défaut, enfin dans l'idée, dans le concept de grand 4 voire peut-être 5 ultra small ball, mais je pense pas que ça fonctionne. On parlera justement de la protection de cercle plus tard. Je pense que c'est la bonne idée et surtout, je pense que c'est un joueur qui pourrait être disponible dans les. L'expat nous donnait le Dans les 2 ans, 2 oui. ans. Je pense il peut être disponible dans les 2 ans. Bah oui, il lui reste 2 ans de contrat. Globalement, il lui reste 2 ans de contrat. Il a son année prochaine plus l'année d'après et ensuite il sera normalement agent libre non restreint s'il ne signe pas une prolongation cet été qu'il peut signer avec Toronto. Donc et puis c'est un joueur qui je pense va être prisé, qui a beaucoup de valeur, qui potentiellement est au NBA. Pour moi, il est au NBA cette année. Et du coup, va falloir voir même au niveau du projet de Toronto au final, puisque on se souvient en début de saison, certains fans de Toronto se demandaient pas est-ce fallait pas transférer Siakam pour laisser toute la place à Scottie Barnes. Donc, Ce qui est hors de propos maintenant. Enfin, après les playoffs qu'il a réalisés, plus personne n'y croit à ça. Mais comme Gabin nous l'avait dit dans l'épisode précédent, il y a quand même à terme la question va se poser un jour. Mais d'ailleurs, j'avais une question pour toi. Que fais-tu de Bradley Beal du coup? Alors, c'est assez intéressant parce que après l'épisode de la semaine dernière sur les Hawks, j'ai l'impression que souvent pour adapter les héliocentrismes, on nous propose souvent Bradley Beal. Oui. Et je suis pas sûr que dans le cas de Luka, ça soit la bonne idée. En fait, je pense, si par exemple on suit ton idée de jouer grand, je pense que Bradley Beal c'est la bonne idée. Je l'avais rejeté je pense que je l'accepterais plus du côté des Mavs que des Hawks parce qu'en fait pour moi je le rejette du côté des Hawks parce que Bradley Beal commence à avoir des soucis de blessure et que toute l'équipe des Hawks les a plus ou moins. Donc en fait pour moi c'est pas un bon mariage. Du côté des Mavs je pourrais le comprendre. Du côté des Mavs ça a fait plus de sens. Mais je pense que quand t'as un mec tellement doué avec la balle dans la main, ballon dans les mains comme Luka qui te permet d'être juste plus grand que tous les joueurs d'en face, peut-être que tu as raison, il faut insister là-dedans. Mais du coup, est-ce que ça poserait pas la question, enfin maintenant c'est moi qui pose des questions. C'est magnifique. Est-ce que ça poserait pas la question sur le fait de faire comme le Toronto qui est avec Kawhi, c'est-à-dire d'avoir un jeu avec Doncic, avec un jeu sans Doncic, tout en ayant le joueur qui te permette de jouer les deux styles puisse quand même avoir une certaine compatibilité avec Doncic. C'est quelque chose qu'ils avaient essayé de faire par exemple avec Porzingis, mais il y avait les styles de jeu différenciaient trop. Mais l'idée était pas débile quoi. Est-ce que ça marche ça si tu vois? Ça marchait avec Toronto parce qu'il y avait alors Laurie certes avait beaucoup le ballon mais il y avait un partage de la balle plus ou moins. Tu vois, si la version c'est avec Bradley Beal et avec Bradley Beal plus Luka, est-ce que la version avec Bradley Beal sans Luka, si on prend l'exemple de Bradley Beal, serait pas tellement dépendante de la production de Bradley Beal qu'en réalité, tu vois, la version sans Luka, ce serait juste une version Bradley Beal. Avec Bradley Beal quoi, mais qui te permettrait de te maintenir à flot. Je sais pas. Enfin, moi, je vois beaucoup l'idée Toronto avec l'accélérateur de particules Kawhi. Pour moi, a beaucoup de sens quand c'est une constellation de joueurs de très bon niveau et où tu mets l'accélérateur Luka. S'il y a vraiment une étoile qui va se détacher dans l'effectif déjà, je pense pas que ça soit viable. Ok. Ouais, c'est. Ouais. Je vois très bien. Parce que les Mavs, vu l'effectif des Mavs actuels et des mecs autour, si tu rajoutes Bradley Beal a tous les tickets shoot en fait. Parce qu'il est. Tu vois, donc moi je me dis, je peux comprendre dans une logique où il faut éviter ces phases de trous qu'on peut voir actuellement contre les Suns où quand Luka n'est pas là, on est une équipe, on prend tous les runs et on fait échapper le match, plus ou moins. Ouais. Mais est-ce que c'est pas trop une considération playoff pour une équipe qui vise pas le titre encore? Ouais. Sinon, il faudrait que Bradley Beal ce soit Lillard en fait. Ouais.
Et ce n'est pas Damien Lillard. C'est pas Damien Lillard. Et c'est pas Damien Lillard. Après, enfin, un autre joueur que je pense qu'on pourrait considérer, c'est un gars, par exemple, comme Shea. Sauf que lui, il est pas disponible, donc, Tu vois, un espèce de. J'exclus pas la. Même si je suis d'accord sur jouer sur la grandeur, j'exclus pas la possibilité de prendre un joueur plus petit parce qu'ils sont plus disponibles. En fait, il y en a plus. il y Donc a, peut-être que tu payeras moins pour les avoir. Là où. mais il te faut quand même un gars assez bon pour ne pas devenir la cible aussi en playoff, parce que c'est ça aussi la problématique. Et j'y pensais, par exemple, quand je parlais de Pascal Siakam, c'est qu'en fait, Pascal Siakam est un tellement bon défenseur et du coup, ça rendrait Luka peut-être potentiellement tellement moins bon défenseur que les autres qui se ferait cibler pas parce qu'il est mauvais en défense, mais C'est le maillon simplement parce que faible. les autres sont vraiment trop bons, tu vois. Ouais. Je te réponds pas, Tom, parce qu'on a une question sur ça qui vient après. Ok. donc c'est pour ça. Mais je comprends complètement l'idée. Très bien. On enchaîne, Tom, par une question de Quentin. Quentin a une double question qu'on a divisée, une maintenant et une en fin d'émission. Quand elle a hit me up. Exactement. Tom est très fort pour connaître tous les podcasts, tous les sites de tout le monde. Je suis dans ce domaine et dans de nombreux domaines beaucoup moins fort. Quel aspect du jeu on sous-estime le plus en playoff, nous demande Quentin. Tom, allez, je vais répondre à celle-ci en premier. J'ai l'impression en regardant ces playoffs-là, alors ça va pas être l'analyse la plus époustouflante du siècle, la physicalité. On sous-estime beaucoup trop ça, parce que quand j'ai vu les Celtics rentrer dans les Nets, il y a un moment où, quand c'était difficile pour Kevin Durant d'accéder au ballon, quand il partait pas au début de l'action avec le ballon, je me suis quand même dit que ça a un impact. Et quand j'ai vu ces mêmes Celtics dans le match 1 à domicile contre les Bucks se faire rentrer dedans par ces mêmes Bucks, je pense que on n'en parle pas assez en fait. La capacité à juste encaisser les coups, donner des coups attention, dans les limites du basket bien évidemment, mais faire peser l'impact physique, c'est trop important. Surtout face à une équipe que tu vas connaître au bout de 4, 5, 6 matchs où il va falloir répéter, tu vas voir les mêmes actions, les mêmes systèmes répétés. C'est très important d'être physique, quoi. Et je pense que c'est sous-estimé. Moi, je dirais que l'une des choses qu'on sous-estime le plus, ça va être la différence entre les options et les solutions. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs options, mais qu'aucune de ces options n'est bonne, donc en fait, tu n'en as pas. Et, et je pense qu'en playoff, c'est surtout les solutions qui comptent et pas les options. Et ça, quand par exemple, on voit un certain match-up, on se dit, ah ben, il peut essayer lui, il a la possibilité de mettre lui. Mais parfois, si rien ne marche, ben, au final, t'as pas d'option. T'as pas d'option, ça compte pas ce que tu as. C'est comme si tu es devant une porte, t'as 30 clés différentes, donc t'as 30 options pour ouvrir, mais t'en as aucune qui l'ouvre. Et en fait, tu te retrouves avec quelque chose de quasi insoluble et tu dois t'adapter autrement, quoi. Donc moi, ce serait vraiment la différence. Enfin, si on quitte l'aspect terrain, hein, notamment au niveau du coaching, c'est la différence entre les options et les solutions. Très intéressant. Du coup, on devrait arrêter de dire première, deuxième option, on devrait dire première solution, deuxième solution. C'est ça. Ok. Non, mais c'est très très vrai. Hein. Il pourrait faire ça, sauf que on va y revenir sur le coaching. C'est justement la deuxième question de Quentin sur le coaching et la manière de juger le coaching. Parfois, quand on dit ah mais pourquoi ils tentent pas ça, bah, ils tentent pas ça peut-être parce que c'est pas une solution de tenter ça dans le contexte. Ou sinon que peut-être que eux ils ont, enfin les front office NBA, enfin ils sont meilleurs que nous, faut se l'avouer. Peut-être que eux ont déjà largement. ils ont déjà des données sur des choses que nous on aimerait voir. Ils savent que ça marche pas. Et en fait des fois on a tendance à croire que comme on a une bonne idée par exemple qu'un coach pourrait utiliser et que le coach ne le fait pas, on va avoir tendance à croire qu'il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas le faire ou parce qu'il ne sait pas. Alors que peut-être qu'il sait, il a déjà testé, il a déjà vu, mais il n'est pas à l'aise avec ça ou il n'y croit pas. Tu es en train de me parler du théorème Anthony Morrow, en fait. Anthony Morrow doit jouer, mais le coach sait qu'il ne doit pas jouer. Le coach le veut pas, voilà, ça. Exactement. C'est quelque chose d'important. Et puis, faut que les coachs, faut savoir que les joueurs qui mettent sur le terrain sont aussi des joueurs qui peuvent avoir sa tête, hein. Donc, il faut pouvoir gagner la confiance de ton coach pour qu'il soit à l'aise avec le fait de te mettre sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de coachs qui vont plutôt aller mettre des vétérans dans lesquels ils ont confiance pour ne pas faire d'erreur, plutôt que mettre un jeune
qui est peut-être potentiellement meilleur, qui a plus de chances de t'offrir un certain plus inattendu, mais qui peut aussi te plomber sur une mauvaise rotation défensive, quoi. C'est de la politique, les rotations. C'est un débat qu'on a beaucoup, en fait, entre nous Oui. en ce moment, sur la rotation de certaines équipes qui restent, et où je trouve que on juge trop certains coachs. C'est un débat qu'on a avec Alan, qu'on salue, qui doit être très content à l'heure actuelle. On salue tous les Nantais qui nous écoutent. Des fois, tu fais pas jouer des joueurs parce que c'est de la politique aussi. Enfin, je veux dire, il y a de la politique où tu as peur, tu as confiance. Peut-être que le jeune joueur est meilleur, mais tu l'as dit, si tu te dis que entre les hauts et les bas du jeune joueur, bah, le vétéran sera peut-être 90% du temps moins bon, mais les 10% le jeune est pas bon, il peut te tuer. Donc Vas-y, Tom. Sauf si le vétéran s'appelle DeAndre Jordan. Oui, bon, là, c'est un rhinocéros, c'est plus un vétéran, mais en l'occurrence, oui, c'est un peu l'idée où c'est difficile de donner la confiance des jeunes joueurs parce que on y reviendra sur la question sur les coachs. Tous les coachs qui restent en piste là, ils jouent une partie de leur avenir maintenant. Ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois en soi, c'est bien, mais c'est de l'ornement. Enfin, là, ils jouent vraiment leur peau. On peut continuer, Tom, sur une question de Edison Locke. Bonjour la team. Quel poste ou rôle rare dans la NBA actuelle vous semble indispensable pour aller chercher le Larry O'Brien Trophy? Exemple, un 3&D Elite, un excellent rim protector, un duo de pick and roll fort, un meneur dominant sur transition et demi-terrain. Donc Tom, on est dans le podcast théorique là. Il te faut quoi? Quel profil te faut-il pour remporter un titre NBA? Et peut-être que le profil dont tu vas me parler n'est pas dans la liste proposée par Edison. Il y est pas. Moi, enfin, pour moi, là, tout passe par la pierre angulaire en fait de ton équipe. Et moi, je pose ça sur l'initiateur. Et pour moi, il te faut un initiateur élite qui est minimum neutre en défense, qui a la possibilité d'être scalable, c'est-à-dire qu'il peut jouer avec d'autres joueurs sans trop leur enlever, et qui est souvent présent. Parce que ça, c'est très important. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut que tes joueurs jouent. Ah, c'est peut-être ça l'aspect du jeu, en fait, dont on parle pas. Il faut que les mecs jouent. Peut-être ça. Tu considères Giannis comme un initiateur élite? Oui, mais pas au sens pas initiateur playmaker. Traditionnel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que personne ne peut rester en face de lui. Il fait ce qu'il veut, en fait, Giannis. On peut demander aux supporters de Boston actuellement. Tu vois, les soldats de Boston essaient de le gêner, mais les gars que Boston met sur lui, ce sont pas des... Boston, c'est sur la deuxième partie de saison, c'est de loin la meilleure défense de la NBA. Et enfin, faut pas se leurrer. Boston, quand tu regardes l'effectif défensivement de Boston, il y a pas de point faible. Voilà, voilà, c'est ça. Ils peuvent avoir une rotation à peut-être 7, 8 joueurs où il n'y a pas de point faible défensivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, si tu attaques juste le moins mauvais défenseur, mais tu n'attaques jamais un mauvais défenseur, en fait. Donc, si je devais répondre, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Si je devais répondre à la question, peut-être dans le sens où peut-être Edison l'entendait, c'est-à-dire un joueur de complément, peut-être en tout cas les compléments à la star. Je reste persuadé qu'il te faut un protecteur de cercle élite. Enfin, je veux dire, le 3&D, on l'a dit, tu vois, je vais reprendre ce que tu as dit sur les Mavs et aussi sur les Celtics. La défense, on est au stade de la compétition, la défense, elle est aussi bonne que ton point faible, en fait. C'est très simple. C'est ça. On va cibler ton point faible et tu peux avoir un 3&D élite. En gros, tu mets Mikal Bridges aux Hawks. Les Hawks ont toujours une mauvaise défense de playoff. Ça change rien. Ils le mettent loin du ballon, dans le corner. T'es bien gentil, Mikal. Il prend un écran, il est hors de l'action, c'est fini, quoi. Exactement. Là où j'ai quand même du mal à voir. T'es obligé d'avoir de la protection de cercle à un moment. Ça peut pas être grand ouvert dans ton cercle. Et idéalement, il te faut un joueur qui soit tellement physique comme peut-être un DeAndre Ayton ou un joueur un peu plus sous-dimensionné qui puisse survivre quand l'équipe en face, ce que les équipes font très souvent en playoff avec leur banc, peuvent jouer sur séquence small ball. Il faut que le mec soit capable de survivre à ce moment-là. Pour moi, ça, c'est un peu le profil idéal. Il y en a pas mal qui restent dans la compétition, mais je pense que c'est plus important qu'un duo de pick and roll fort, parce que le duo de pick and roll fort demandait
encore une fois, c'est la même série. Demandez au Heat. Voilà, si tu blitz le porteur d'écran, enfin, il se passe le porteur de balle, ouais. il se passe plus rien. Enfin, je veux dire, si les mecs autour sont pas bons, il se passe plus rien. Et pour le meneur dominant sur transition et demi-terrain, est-ce que c'est pas un peu le profil des Mavs où en fait il faut aussi, pas sur transition peut-être, mais en tout cas il faut des mecs autour. Donc je pense que c'est le protecteur de cercle qui dans la liste d'Edison pour moi est numéro 1, enfin au-dessus Ouais. des autres. Après, tu vois, le truc avec le protecteur de cercle, la problématique avec le protecteur de cercle, c'est que tu auras des séries où ce sera pas le meilleur. Enfin, son profil fait que ce sera pas le joueur qui sera le meilleur sur le terrain. Donc, potentiellement, il peut se retrouver avec un joueur qui est meilleur que lui à ce poste-là. Et encore une fois, tu vois, on y revient à la question de solutions et questions. Si on prend, par exemple, disons Boston. Jason Tatum, c'est le meilleur joueur des Celtics. Sauf que là, enfin, entre guillemets, les mini-avantages que les Celtics arrivent à grappiller passent par le fait que Jason Tatum domine soir après soir son match-up, à part quand il joue contre quelques mecs. Quand tu arrives où Jason Tatum, au final, à son poste, là où tu as l'habitude de créer des avantages, ben, tu as un joueur qui est meilleur que lui, ben, ça remet en cause tout ton écosystème, en fait. C'est pour ça que pour moi là on parle du deuxième ou du troisième meilleur joueur de l'équipe. Hein. Je pense pas. Moi je pensais que tu parlais du vraiment le rôle non. Je pense que majeur pour principal. moi c'est le deuxième ou troisième meilleur joueur de l'équipe parce que si ton meilleur joueur c'est un protecteur de cercle, tu gagnes pas parce que ou alors faudrait Giannis parce qu'autrement il y a pas de y a pas de solution. Enfin ça n'existe pas le mec qui fait tout. Mais en tout cas je reste persuadé que c'est une composante déterminante pour parmi les joueurs majeurs de ton effectif, autrement c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi les Mavs ont atteint peut-être un petit peu leur plafond de verre. Passons. Vas-y Tom. Non, parce que les Mavs, après les Mavs c'est intéressant ce qu'ils font, notamment avec leur père Reggie Bullock et Finney Smith. Les mecs font un chantier pas possible, mais ils jouent 40 minutes par nuit. Enfin, c'est pas durable, c'est pas durable. Ouais, surtout 40 minutes par nuit face à DeAndre Ayton, face au secteur intérieur de Phoenix, c'est compliqué. Alors, on parlait de Phoenix, équipe, à l'exception de Chris Paul, assez jeune. Passons du côté de la vieillesse, Tom. Question d'Amine. Comment solutionner le problème des vétérans dont le niveau baisse en même temps que le salaire explose immédiatement? Intéressant parce qu'on a parlé de cette même question avant de débuter et on l'a pas interprété de la même manière, Tom. Donc je te laisse commencer sur la manière dont tu l'as interprété, toi. Alors, selon ce que j'ai compris, c'est lié directement au mécanisme des salaires en NBA. Du coup, c'est-à-dire que tu arrives en ayant plus tu accumules des années d'expérience, plus tu vas être à même de signer des contrats qui sont importants, par exemple pour les joueurs au max, qui vont prendre une part importante du salary cap. Donc, si on prend le cas des joueurs vieillissants, par exemple, lui, je pense qu'il mentionne à peu près, par exemple, le cas de Philly, le dilemme que Philly aura, par exemple, avec James Harden, le contrat que Portland a donné à Damian Lillard, où tu as des joueurs qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui signent du coup pour 35% du salary cap, mais avec 8% d'augmentation chaque année. Et du coup, en fait, si le salary cap n'augmente pas de 8% chaque année, ben en fait, tes 35%, ben si le salary cap n'augmente pas de 8%, tes 35% l'année d'après, ben c'est pas 35%. C'est plus que 35%, ça peut parfois devenir 40% du salary cap, du coup. Et je pense que la problématique, c'est que ces joueurs-là, c'est après 10 ans d'expérience, donc ils ont déjà eu 10 années dans la ligue. Et en fait, après, je pense que aux alentours de 10-12 ans, ben, tu entames quand même ton déclin puisque tu es dans la ligue depuis un bon moment et peut-être que tes capacités physiques commencent à décliner. Alors oui, on a des exceptions comme LeBron James, comme Chris Paul, par exemple. Mais dans la plupart des cas, après la 10e année, tu as quand même un certain creux. Sauf que les salaires vont en augmentant. Donc, je pense qu'il y a deux façons de résoudre ce problème-là. Je pense que changer le pourcentage, par exemple, du salary cap. Par exemple, au lieu de pouvoir être éligible à 35% quand tu es à partir de ta 10e année, si t'as pas signé au Supermax, ce serait peut-être le donner aux joueurs qui, sur leur deuxième contrat. C'est-à-dire, une fois que tu sors du contrat rookie, tu peux signer par exemple, pour 35% du cap, puisque on peut se dire que entre ta 5e et ta peut-être 10e année, c'est là que tu auras ta plénitude.
C'est là que tu Mmh. auras potentiellement ta plénitude. Donc peut-être changer les tranches, mais bon, je pense que, enfin, les personnes qui sont aujourd'hui au syndicat des joueurs sont des vétérans. Donc je pense pas que je pense pas qu'ils iront pour le fait de changer les tranches d'âge et pour qu'ils soient pour qu'ils puissent pas bénéficier en fait de tout l'argent, puisque faut se dire aussi que à un certain moment, si on trouve que les joueurs ne valent plus entre guillemets l'argent et le salaire que les équipes mettent en face, C'est faut qu'il y pas en a se d'autres qui dire se font qu'à un arnaquer. moment donné, il faut se dire qu'à un moment donné, il y a une période où ils gagnaient beaucoup moins que ce qu'ils apportaient aussi en valeur. Donc c'est peut-être Mmh. aussi une juste compensation, un peu comme quand je sais pas moi, quand tu travailles par exemple pendant ta carrière et ensuite tu es à la retraite, tu vois. Donc, quand tu es à la retraite, tu gagnes moins parce que tu travailles plus, mais parce que aussi, tu travaillais beaucoup pour gagner peut-être moins que ce que tu aurais peut-être dû gagner, tu vois, avec les cotisations et tout ça. Merci Tom, futur ministre du Travail. On n'a pas encore le gouvernement, donc on se demande. Tu seras écouté, Tom. Alors, je pense que on n'a pas compris la question de la même manière, mais je vais déjà commencer par ta manière de la comprendre. Alors, tu l'as très bien dit, le syndicat des joueurs, en fait, le problème du syndicat des joueurs, c'est pour gravir les échelons. Au moment où tu commences vraiment à les gravir, tu es minimum dans ton deuxième contrat. C'était le cas de Malcolm Brandon. Jalen Brown commence à avoir une place importante, ou tu es même un grand CJ vétéran. Chris Paul, McCollum, donc ouais. CJ McCollum, donc les mecs vont pas voter contre leurs intérêts. Ça me fait penser à deux choses que tu proposes. D'abord, je pense pas que toutes les franchises t'adorent, Tom, parce que si tu commences à donner, on sait que très souvent les contrats max, il y a une gamme de joueurs qui les obtient qui n'est pas vraiment légitime. Donc donner 35% du cap, prenons l'exemple, je sais pas, Zion par exemple. Zion prétendrait à 35% du cap. Avec la situation actuelle, ça serait peut-être compliqué pour les Pelicans, mais ils seront dans une situation où ils lui diraient oui. Et peut-être aussi, ça donnerait une telle plus-value financière aux joueurs que peut-être sur le troisième contrat, ils seraient plus tentés tu vois, d'encore plus tester le marché parce qu'ils auraient déjà eu les 35% ou, tu vois. C'est-à-dire que sur le troisième contrat, ils se diraient, bon, moi, j'ai déjà encaissé énormément avec le maximum possible. Donc, sur le troisième contrat, est-ce que je peux pas, on sait que Mais, c'est, vas-y, ouais, vas-y. mais en fait, sur le troisième contrat, enfin, c'est qu'on prend l'exemple vraiment des joueurs qui sont, par exemple, au Supermax, hein. Parce que en gros, t'as ton contrat rookie, si tu n'es pas, par exemple, si tu n'as pas de Supermax, c'est-à-dire que tu as ton contrat rookie, tu obtiens un max classique avec 25% du coup du salary cap après ton contrat rookie. Ensuite, tu as la possibilité de signer pour 30% si tu n'es pas dans les 10 ans. Et c'est ensuite, une fois que tu as dépassé les 10 ans, que tu as accès à ce fameux 35%. Alors, peut-être pas mettre 35% en deuxième, mais peut-être mettre 30%, ou même changer les chiffres, quoi, 32 ou quelque chose comme ça, pour après éviter que, à la fin de la carrière, que tu sois sur du 35% du cap avec une production qui est en chute. Est-ce que la solution, ça serait pas baisser pour eux, mais baisser pour les autres équipes en face? Sauf que, en fait, ça, C'est-à-dire, le syndicat des joueurs, augmenter, baisser le pourcentage sur l'équipe qui a drafté le joueur, donc qui a toujours tous ses droits, qui peut mettre toutes les exceptions, mais baisser pour les autres équipes d'en face. Mais ça, c'est un truc que les mecs accepteront non. jamais parce que ça leur réduit leur liberté de mouvement. Donc les stars n'accepteront jamais ça. Mm. La manière dont je l'avais compris, moi, c'était plutôt par rapport aux role-players qui peuvent devenir, et c'était pas la bonne manière de la comprendre, hein, mais par rapport aux role-players qui peuvent parfois perdre en importance, tout simplement, arrêtons les rotations full role-player Au vétérans minimum. et essayons de mixer un peu des deux avec les joueurs qui sont de l'autre côté du spectre et qui, eux, on en parlait, Tom, en off, qui, eux, sont pas les plus gâtés par le cap, les rookies, en fait, tout simplement. Les rookies, les two-way contracts, enfin, ils sont pas, les gars sont pas, ils rentrent pas en NBA par la grande porte, hein, les two-way contracts. T'as très peu de Tu two-way sais que contracts qui arrivent à obtenir des offer sheets et à se convertir. C'est-à-dire que, bah, moi, dans ce que j'ai vu depuis l'instigation du two-way contract, soit les gars qui sont two-way signent un contrat NBA standard à la fin de la saison et sont re-signés dans l'équipe où ils doivent rester sur un contrat standard NBA pour la saison prochaine, pour finir la saison et la saison prochaine. Soit ils arrivent à la restricted free agency et j'ai aucun cas d'un joueur qui était sur un two-way contract qui a reçu une offer sheet d'une équipe adverse. Ça n'existe pas. J'ai aucun cas mmh. de ça.
Aucun cas de ça. Parce que le mec serait plus bon, il serait pas entouré contre Tu un vois? il y a aussi. Hmm. Mais après, ça serait fascinant parce que si tu augmentes le salaire des rookies, parce que des mecs dans leur contrat rookie, l'intérêt, c'est que c'est de la main-d'œuvre, je mets des guillemets, pas cher. Ça reviendrait à faire réfléchir toutes les stratégies de construction parce que si un premier tour de draft, il prend 20 millions l'année dès qu'il rentre, dès qu'il prend un pied sur le terrain, je peux vous dire que les tankings, les mecs vont réfléchir très vite avant de tanker. donc, donc ça serait marrant. Ce qui serait pas complètement fou, point de vue, tu vois, si tu indexes ça sur le niveau qu'ont les premiers tours, les premiers choix de draft sur la durée de leur contrat, ce serait pas fou de les Mm. payer une fois et demie plus cher ou deux fois. Bref, Après, passons. simplement pour vous dire une dernière chose sur cette Hmm. question-là, il y a Zach Lowe qui en avait parlé dans un de ses podcasts il y a à peu près 2 mois, et il disait en fait que ce qui pourrait être intéressant, c'est si entre guillemets l'augmentation ne soit pas perçue ne soit pas perçue dans le salary cap de l'équipe si c'est un joueur qu'elle a drafté. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour le cas Donc, il fait partie de voilà, ton club de malversation, en fait. C'est ça, vous continuez la malversation. c'est-à-dire que si, par exemple, c'est dans le cas de Damian Lillard, pour le citer, ou même si c'était les Wizards avec, à l'époque, John Wall, d'alléger, en fait, le poids de son salaire, puisque ils ont récompensé la fidélité enfin pas la fidélité, mais ils ont récompensé le joueur avec un contrat, enfin, qu'il méritait pour eux, et que ça devrait pas les empêcher, les empêcher d'aller un petit peu plus loin dans la construction de leur effectif. Puisque aujourd'hui, c'est soit tu as un mec qui est au Supermax, qui est dans le gratin de la NBA, c'est-à-dire qu'il va être top 5, même top 10, peut-être un gars au Supermax qui est pas top 10, c'est déjà catastrophique. Donc, il faut que tu sois vraiment top 5, top 5 de la NBA. Ou soit, du coup, soit t'as ton Supermax, mais t'es pas top 10. Et là, pour la construction de l'effectif de l'équipe, bah, c'est dramatique. Alors, je combattrai toujours cette idée de mettre. Je trouve qu'un des piliers des ligues américaines, c'est toujours de faire en sorte que le cap ait du sens. Et je maintiens que ces solutions, j'estime qu'elles enlèvent du sens au cap. Donc, C'est des cosmétiques, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même si les fans de NFL me diront que les signing bonus parfois, enfin bref, passons. Mais je suis contre cette solution. Après, il va falloir réfléchir parce que oui, si on revient sur la question d'Amine, c'est un problème qui se pose. Après, en soi, on y pensait, Tom, c'est un problème pour les équipes. Enfin, on va pas se plaindre que les joueurs soient payés énormément. C'est un problème pour les équipes. Ça, les joueurs, eux, on les force pas. On n'a pas forcé James Harden à signer son contrat. Il l'a eu. Donc, c'est aux équipes aussi de faire. On peut pas mettre tout le système en faveur des Non. équipes. Il va falloir que les équipes, à un moment, elles prennent les bonnes décisions, elles fassent des choix parfois difficiles. Et tu vois, on dit souvent, nous, dans l'émission, parfois, ah, mais ils sont obligés de le signer parce qu'autrement, quelqu'un d'autre va le signer. Bah, si tu as peur que le mec, à 29 ans, tu le signes et que tu es en fait une année rentable sur 5 ans de contrat ou sur 4 ans de contrat, bah, tu prends ton courage à deux mains et tu le signes pas. Alors, t'auras peut-être l'air ridicule, mais tu prends des décisions difficiles. Tu peux pas toujours critiquer le système et le CBA sur tes erreurs. En fait, c'est pas possible comme défense. Sinon, à chaque fois que tu as un joueur qui va être payé, tu le transfères et tu deviens les Pacers, quoi, avec que des bons contrats. Ouais. Et pas de succès en playoff. Les fans des Pacers s'énervent justement par rapport à ça. Donc voilà. Très bien. Ou tu peux devenir les Ravens. Hein. Mon équipe en NFL fait ça beaucoup en ce moment. Bref. Alors, mais c'est pas la même chose. Alors, on a envie de pleurer qui nous pose une question. C'est un pseudo. Hein. Ne pleurez pas. Écoutez le podcast d'un Hebdo. On est heureux. C'est les playoffs. Il commence à faire beau. Voilà. N'ayez pas envie de pleurer, les gens. On se serre les coudes. Quelle importance doit-on donner à des notions hyper abstraites comme le leadership, Tom? Alors, le leadership, l'âme de leader. Est-ce que ça te parle? Oui, enfin, à mon échelle, j'ai pu le vivre en sport amateur. Hein. Enfin, t'as parfois des cas où c'est quelqu'un qui n'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe,
qui emmène le groupe. Et ça arrive, je pense que j'y ai jamais été, mais je pense que dans les équipes NBA, c'est pareil. C'est pour ça d'ailleurs que parfois il y a une distinction qui se fait par exemple entre le leader technique, c'est-à-dire que le meilleur joueur sur le terrain ou celui qui contrôle tout, c'est la pierre angulaire du système de l'équipe, et ce qu'on peut appeler peut-être le leader vocal qui va emmener les troupes d'un point A à un point B, ou qui va faire en sorte que mentalement les troupes soient prêtes à faire tout ce qu'il y a à faire et tout ce qui est en leur pouvoir pour aller vers l'objectif commun. Donc parfois ça se retrouve dans le même joueur, mais parfois ça se retrouve dans des joueurs différents. Et en fonction de l'effectif, un joueur qui peut être un leader dans une équipe peut aussi être un suiveur dans une autre équipe. Et parfois, c'est une place qui est reprise par le coach. Moi, je trouve que même si c'est une notion abstraite, je pense que dans le sport collectif, même si on met pas forcément de mots sur ce que c'est, je pense que c'est quelque chose d'humain et qui se ressent en fait dans un effectif, et c'est quelque chose qui est important. C'est une dynamique Oui, de c'est groupe. ça. Enfin, même si tu t'extrapoles et dans la vie de tous les jours, il y a des dynamiques de groupe. Et les dynamiques de groupe, quand il y a un objectif comme celui d'une équipe dans un sport collectif d'aller gagner, parce que c'est l'objectif final pour ces équipes en NBA, si on prend les équipes par exemple à l'heure actuelle, bien évidemment le leadership c'est important. Ma grosse question vis-à-vis du leadership que j'ai depuis le début du podcast, les anciens en ont déjà entendu parler, c'est notre capacité à le juger nous depuis Twitter ou depuis notre canapé. Pour moi, c'est un truc, on est en incapacité totale de le juger, ça. Parce que c'est des dynamiques que peuvent juger à la rigueur, les journalistes de terrain qui suivent les équipes au quotidien peuvent avoir des indices, mais c'est vraiment des notions qui, à part le staff et l'équipe en elle-même, on n'est pas à même de juger, je pense. C'est pour ça, je déteste quand je lis X ou Y n'est pas un bon leader. Parce que ça, franchement, à part les joueurs de l'effectif, et encore, il faut se méfier quand les joueurs à l'intérieur de l'effectif se font des passes décisives pour éviter de salir le copain. On n'est pas vraiment à même de le juger. Donc, ça a de l'importance pour répondre à on a envie de pleurer. Ne pleurez pas, les gens. Mais je pense pas qu'on puisse le juger, tu vois. Non, encore une fois, c'est très difficile. Et puis, généralement, par exemple, parfois quand tu as des interviews de joueurs, tu te rends compte de ça. Par exemple, Memphis, à l'arrivée de Ja Morant, le leader vocal de l'équipe, enfin les piliers de l'équipe à l'arrivée de Ja Morant, enfin pendant la moitié de la saison, c'était Solomon Hill et Jay Crowder. Enfin, voilà, c'était ces gars-là, et ils en parlent parfois dans des interviews. Là, cette saison, au niveau des Pelicans, pas mal de joueurs dans les interviews parlent du rôle de Garrett Temple. Tu vois, donc en fait, on peut. Et là, c'est complètement décorrélé du niveau. C'est complètement décorrélé du niveau. C'est vraiment le côté qui fait le lien entre tous qui est capable de faire le lien entre tous les joueurs. Et du coup, il y a dans un des podcasts de The Athletic d'ailleurs, t'as Anthony Daniels, qui est un ancien bon joueur NBA, qui est le commentateur aussi des Pelicans, et qui disait que quelque chose qui est important en fait dans un effectif, c'est d'avoir un joueur qui, par exemple un vétéran, mais qui a été dans les différentes situations auxquelles tu peux être amené à être quand tu es joueur NBA. C'est-à-dire que qui a peut-être été star à un moment, qui a été peut-être le prospect couvé un moment, qui a peut-être été le joueur qui est sorti de la rotation un moment. Parce qu'en fait, le fait d'avoir eu tout ça, ben, tu sais en fait comment t'adresser et amener avec toi les différents joueurs de l'effectif qui sont dans une de ces situations-là. Alors que si tu n'as été que dans un seul cas de figure, ben c'est beaucoup plus difficile de pouvoir. Si par exemple tu as été si par exemple tu as toujours été la star, ben c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête du gars qui peut-être va être coupé à la fin de la saison, qui joue pas, des choses comme ça, quoi. Est-ce que ça peut expliquer la déconfiture de certaines... Enfin non, parce qu'il y a certaines... Encore une fois, non, je vais pas m'amener
amené à juger le leadership parce que pour moi, on peut pas le faire. Mais je comprends parfaitement, Tom. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est intéressant l'exemple de Garrett Temple. C'est aussi, il faut se dire que dans leur parcours, sachant qu'on associe quand même si nous, tu vois, on essaye de différencier les deux. On associe souvent le meilleur joueur à doit être le leader. Donc, c'est des joueurs qui, sachant que les meilleurs joueurs NBA ont toujours été à un moment le meilleur joueur de leur équipe, que ce soit chez les jeunes et tout, ils ont toujours été amenés tous à être à peu près le leader. Donc, il y a un moment, il y a un phénomène, je sais pas, de piétinement où tout le monde essaye d'être le leader. Et c'est vrai que pour moi, c'est juste une dynamique de groupe où certains vont s'imposer au détriment d'autres. Et je trouve pas que ça soit un argument de juger, notamment quand une star peut être un peu effacée. Pour moi, c'est pas un contre-argument en fait. C'est juste peut-être que le mec est effacé de base, c'est pas son tempérament et il a le droit de pas avoir le leadership. C'est pas le mec qui a un aura extraordinaire, mais une aura extraordinaire. Mais pour moi, c'est pas un argument. Par exemple, tu vois, dans le DH20, c'est pas un truc que je compte moi. Ça, je m'en fiche complètement. Après, tu dis effacé, mais enfin effacé dans quel sens? Parce que c'est pas parce que t'es effacé dans dans le ton sens jeu où que tu vois t'es pas. Effacé dans le sens où on associe souvent le leadership à... si tu prends l'exemple des Warriors, on va associer le leadership à Draymond Green parce que ça va être le joueur qui va en faire plus, qui va Ça va parfois être le joueur s'énerver, vocal, quoi, exactement, l'âme, un parce peu qu'on l'âme. exactement. Enfin, en NBA, je trouve qu'en termes de forme de leadership, on aura souvent le leader vocal et un peu le leader par l'exemple. L'idée, c'est un truc qu'on avait débattu avec Adrien quand on avait vu la question, où tu avais celui qui va crier le plus fort, celui qui va travailler, entre guillemets, le plus fort. Tu auras un peu les deux idées. Et je trouve que dans ça, d'abord, c'est sous-estimer ce qu'on voit pas, première chose. Et deuxième chose, tout le monde n'est pas un leader... tout le monde n'est pas à même d'être un leader vocal. Enfin, c'est pas dans les tempéraments de tout le monde. Donc, peut-être que Curry, par exemple, c'est un leader pour son équipe dans sa manière de jouer. Enfin, le leadership, c'est plus que être un vieux grognard qui va, tu vois, hausser le ton. Sauf qu'on associe, on fait souvent le raccourci, le leader, Mais celui qui totalement. parle le plus. Sauf que c'est pas forcément le cas, quoi. Totalement. Mais si on peut parler d'autres notions abstraites, moi, ma notion abstraite, qui fait pourtant pullule sur... Ah, alors la culture, je maintiens que c'est vrai. Je suis désolé, la culture, pour moi, c'est vrai, parce que quand une franchise est bien gérée du haut jusqu'au en bas, et qu'il y a quand même répétition de faits où tu vois des joueurs draftés parfois loin, des joueurs avec des parcours difficiles, qui arrivent à performer au sein d'une équipe, je suis désolé, je ne crois pas à la succession de cas particuliers. Il y a des cultures d'équipe et je sais pas, c'est un ruissellement, mais celui-ci, il marche vraiment, où le haut influe sur le bas. Je crois à la culture, perso. Je sais que c'est le grand débat chez nous où notamment Alan n'y croit pas, mais moi je suis désolé. Quand les Warriors arrivent à sortir plein de joueurs, quand le Heat sort plein de joueurs, il y a un moment où plus que le staff, plus que le coach technique, le staff technique, il y a peut-être une idée aussi de valeur inculquée ou en tout cas de atmosphère autour. Le mot atmosphère est peut-être meilleur autour de la franchise. Moi c'est clutch, Tom. Clutch, zéro, aucune valeur, nada. Clutch, je l'avais lu il y a quelques années en football américain. C'était un dirigeant, alors je sais plus c'est lequel Bill, je sais plus c'est Bill Polian ou Bill Parcells, bref, deux vieux dirigeants qui se sont pas dernièrement, qui se sont pas vraiment distingués par des grandes réflexions, mais bref, passons, qui avait dit en gros, être clutch, ça n'existe pas, c'est juste en fait les autres qui paniquent. Parce que clutch, par exemple dans les jeux vidéo, quand un joueur est clutch, tu vois, toutes ses stats montent à 99. C'est pas ça, en fait. Les mecs se mettent pas à faire des tirs qui n'ont jamais réussi. Être clutch, faut le réfléchir par la négative. C'est-à-dire que certains joueurs n'arrivent plus à exécuter ce qu'ils font en temps normal. Là où certains joueurs arrivent à exécuter ce qu'ils font en temps normal. Donc, en fait, être clutch, ce qui sous-entend, c'est que ça n'existe pas. C'est juste que certains joueurs vont paniquer et vont pas réussir à répéter leur gamme, là où d'autres arrivent à répéter leur gamme, quel que soit le niveau d'intensité, le niveau d'enjeu. C'est quand même une qualité. Donc en fait, pour moi en fait c'est une absence de défaut. C'est une qualité de pas avoir des défauts en vrai. Oui, mais là c'est l'absence d'un défaut, tu vois. C'est pas parce que t'es pas bavard que t'es, tu vois, c'est pas parce que t'as pas un défaut que ça en devient une qualité. C'est juste tu peux être neutre. Ok, pour moi, le clutch, faut le comprendre par la négative, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont perdre leur basket et d'autres, en fait, vont continuer à jouer. Donc, en fait, c'est pas une qualité, c'est, comment dire,
l'exemple des jeux vidéo, pour moi, je l'aime vraiment bien. C'est tes stats montent pas, c'est qu'il y en a, ils s'effondrent. C'est ça la réponse. Ouais. Il y a de la valeur, Voilà. enfin, c'est Mais la valeur, en fait, de rester constant à un moment où tout le monde perd ses moyens, quoi. Garder la tout tête froide s'écroule, ouais. quand tout Voilà. le monde perd ses moyens. Mais le truc clutch le clutch jean de Skip Bayless, ça n'existe. Non, faut arrêter. Après, Faut arrêter. Et faut pas se autrement, cacher que à certains mm, moments, tu as des joueurs qui fuient certaines responsabilités pour garder pour mais tu vois, garder leur pourcentage propre. est-ce que c'est être clutch, ça, Tom? Tu vois, est-ce que c'est pas tout simplement une fuite? C'est juste une Oui, fuite. mais enfin, c'est surtout ne pas prendre responsabilité, c'est une faillite en vrai. À des moments Oui, oui. donnés, ne pas prendre ses responsabilités. Et du coup, le fait que quelqu'un prenne ses responsabilités, même si la personne fait mal, faire quelque chose ou à un moment où personne ne fait rien, c'est quand même valorisant. Enfin, il y a une certaine valeur à ça, moi, je trouve. Prendre le shoot que personne veut prendre, c'est. Il y avait, mais c'est quelque chose qu'on voit, que tu peux voir dans tous les sports où il y a des moments où, dans le foot, quand des équipes sont menées et que tout le monde se passe la balle parce que personne veut faire le décalage en basket, comme on a eu des moments sur certaines séries. Je reparle parce que c'est une série que j'ai beaucoup regardée. Les Hawks, quand Trae Young va mal, Non. personne ne veut avoir le ballon. Hein. Personne ne veut avoir le ballon dans l'équipe. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Après, niveau notion hyper abstraite, j'en ai pas d'autres. Hein. Leadership, clutch, culture, euh, j'en ai pas d'autres en magasin qui me sortent pas me sortir par les yeux, mais que je trouve un peu lunaire, j'en ai pas. Mais la culture, je maintiens que ça existe. Hein. Je maintiens qu'il y a trop de phénomènes en fait. C'est pas possible. On va terminer par Quentin. Deuxième question de Quentin qui nous demande, avant nos cartes blanches, comment juger un coach quand on ne voit qu'un faible pourcentage du travail effectué. On est beaucoup dans les trucs qu'on voit pas aujourd'hui. Du coup, comment on fait pour juger le coach? Malheureusement, nous, de là où on est situé, on peut que s'appuyer sur ce qui sort des médias. Hein. On sait pas, enfin, et Et le terrain. après, c'est vrai que j'ai l'impression que on va juger un coach beaucoup par quel système il met en place, le côté X's and O's comme aiment bien le dire les Américains. Voilà, c'est quel système il va mettre en place. Est-ce que l'équipe se passe beaucoup la balle? Est-ce qu'il y a des paniers qui sont assistés, des choses comme ça. Fait un peu Des beaux le systèmes. côté esthète terrain. Là où je trouve qu'en NBA, et il me semble que tu l'avais dit il y a quelques semaines, le fait de pouvoir gérer un effectif, c'est hyper important. Et c'est peut-être même plus important qu'être très fort sur des aspects du jeu. Dave Jorger. Ouais. Dave Jorger. C'est pour ça que moi je crois pas à Dave Jorger, coach numéro 1. Je pense que le mec a un souci dans le relationnel et qu'en réalité, il s'est cramé 2 fois. Il est pas bon dans le relationnel, mais il est très fort dans Ouais. l'aspect tactique. Enfin, tu vois, c'est plus honnêtement, enfin, c'est un peu comme n'importe quel job. On fait beaucoup de généralités de la palissade aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, dans le job, le critère numéro 1, c'est ne mène pas la boîte à la catastrophe, tu vois. Enfin, mieux que. C'est un peu le critère numéro 1. Et c'est vrai que. Enfin. C'est le pire truc qui peut t'arriver, je veux dire. T'engages un coach, le vestiaire implose, il n'y a rien de pire. Les joueurs jouent mal sur le terrain, bon, t'en engages un autre, tu le vires, bref. Le vestiaire implose, t'avais peut-être une bonne équipe, tu dois te séparer d'une partie de l'équipe. C'est ce qui arrive à Bjorgren qui, d'un point de vue tactique, schéma tactique, enfin sa vision et sa créativité n'était pas remise en cause. C'est juste que là, ça matchait pas avec les fers de lance de l'effectif. Et il a perdu son effectif et en 4 mois, en 4 mois, personne ne voulait entendre parler de lui, quoi. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui est important. Après, faut voir aussi qu'est-ce que tu mets en avant et aussi c'est pour qui. Qu'est-ce que tu Le mets en projet. avant? C'est-à-dire coacher une équipe, récupérer une équipe jeune qui a des joueurs où l'objectif c'est de développer les joueurs et récupérer une équipe qui a des joueurs qui ont déjà un certain vécu en NBA et leur faire passer un certain palier, c'est pas la même chose. Et du coup, tu vas pas atteindre les mêmes choses en fait du coach. Et je pense que dans certains environnements, certains coachs peuvent être très bons et
être mauvais dans d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir des coachs très bons pour toute la partie développement que tu vas avoir Mm. avec, par exemple, le développement des joueurs, avec la façon dont l'équipe joue année après année et entre guillemets, euh, comment les joueurs aussi et le coaching staff vont parler du coach. Et tu peux avoir la partie qui est purement liée au résultat. C'est-à-dire que tu as un coach tu l'embauches pour gagner un titre, par exemple, où le coach va faire une équipe qui est peut-être moyenne, avoir un bon inattendu en termes de victoire. Et là, tout de suite, on va dire c'est un bon coach. Nate Ouais, McMillan, enfin, voilà, c'est l'année dernière. des choses comme ça, tu vois. Mm. Mais faut aussi, oui, totalement. Il faut aussi juger le coach sur il est arrivé là pourquoi. Et c'est là où nous, on va malheureusement, nous, on juge que sur le terrain, sur les résultats. On n'attend pas la même chose à Houston et à OKC qu'aux Lakers, en fait, à l'heure actuelle. Tu vois, on n'attend pas la même chose. Et du coup, le coach est jugé différemment. Si je peux apporter quelque chose, Tom, on dit que nous, on juge beaucoup, on va dire les médias, même si j'aime Ouais. pas nous considérer comme ça, comme la tactique, etc. Est-ce que le front office et le proprio, ils jugent comme ça? Par exemple, dans des cas comme les Lakers, je peux vous dire que Vogel aurait fait un basketball léché, il serait pas qualifié en playoff. Les, enfin, je veux dire, l'organigramme s'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que dans certains cas, l'obligation de résultat, c'est l'alpha et l'oméga. Ça explique absolument tout ce qui se passe. Donc, c'est pour ça où parfois ton job, il est un petit peu plus tranquille quand tu n'es pas dans cette logique de résultat-là. Totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse théorie qui existait il y a quelques années. On expliquait qu'il faut 3 coachs en réalité. Le coach qui développe, celui qui te fait passer 1 ou 2 tours de playoff et celui qui t'amène au titre. Après, ça peut être le même coach. Ça peut être le même coach. Parce que quelque chose qu'on a peut-être tendance aussi à sous-estimer au niveau des coachs, c'est qu'un coach, comme les joueurs, ça progresse et ça peut régresser. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as été bon au coaching il y a 5 ans que tu seras forcément meilleur 5 ans plus tard. Tout comme tu peux avoir été Comme mauvais, par Thibodeau. exemple, un mauvais coach à tes débuts et progresser, tout comme les joueurs, en fait. Il n'y a pas, enfin, tout comme les joueurs, je pense que faut considérer les coachs pareils. Tu peux avoir un coach qui progresse et avoir aussi un coach qui régresse. Et il y a cette, je sais pas, obsolescence de certains coachs comme un Thibodeau a pu l'avoir, etc. Et la capacité à se renouveler. Après, pour revenir sur cette théorie des 3 coachs, si tu considères que tu as le même coach, disons, du début de la reconstruction de l'effectif jusqu'au titre, c'est quand même difficile parce que ça sous-entend que c'est un mec que tu as eu pendant beaucoup de temps, enfin 6-7 ans, parce que tu passes pas d'une étape à l'autre. Et les coachs qui sont en NBA pendant 6-7 ans dans la même équipe, ça c'est quand même un phénomène très très rare. Enfin, la durée de vie d'un coach, c'est quoi? C'est le contrat d'un rookie, grand max, grand max. Ouais. Enfin, on verra. Et d'ailleurs, je vais peut-être revenir sur un truc que j'ai dit. Des cas comme Lloyd Pierce montrent que même quand tu es en bas, tu as quand même une pseudo-obligation de résultat ou de progression de l'effectif. C'est-à-dire que on donne pas, à part dans des reconstructions, je pense, assez, comment je vais dire ça, extrême où tu as des années où tu sais pendant plusieurs années on sera en bas. Je pense qu'il y a toujours une obligation de progression dans l'effectif et que on te juge là-dessus quand tu es dans une équipe sans ambition playoff. Après, Lloyd Pierce, c'est quand même particulier le cas dans lequel il était, tout simplement parce que à l'été, le propriétaire a mis la pression sur le proprio, pas cet été, mais l'été d'avant. Le propriétaire a mis la pression sur le proprio. T'avais la temporalité du coup de la signature du contrat de Trae Young et de tes jeunes joueurs entre guillemets qu'il allait falloir commencer à payer. Donc t'avais ces obligations là. T'avais aussi Le vestiaire qui t'aimait pas. le t'avais ça et t'avais une obligation de résultat parce que ça faisait un moment que voilà, enfin Atlanta avait voulu perdre à un moment donné et ils ont voulu arrêter de perdre vite. Mmh. Mmh. C'est facile de dire il faut perdre pour avoir plus de chance à la loterie pour ensuite remonter, mais entre le dire et faire ce qu'il faut faire pour arriver à être mauvais,
ben tout le monde et tous les propriétaires, t'as beaucoup de propriétaires qui font marche arrière. C'est de la même chose que de l'autre côté du spectre. T'as des propriétaires qui te disent que oui, on est prêt à payer la taxe, mais quand la facture arrive, ils disent hey, les gars, finalement, euh, euh, On verra, on parlera de ça justement parce que on va sûrement parler peut-être de tanking cet été parce que il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y en a eu dans nos mentions justement sur les questions de cet épisode et j'avoue que philosophiquement j'évolue de plus en plus, sur cette question et je me rapproche pas du camp des tankers sur beaucoup de choses. Donc on pourra voir. Ah oui, sur beaucoup d'aspects. Tom, quand un mec te parle de culture, ça souvent dire ça s'associe mal, tu vois, culture tranquille, c'est des trucs qui s'associent pas. Bref, on va terminer Tom sur le carte blanche. En tout cas, si t'as quelque chose à dire, là on est un peu parti du spectre des playoffs. Est-ce que t'as un truc à dire sur ce qui se passe en ce moment, ce second tour? le niveau de basket en fait, je trouve que le niveau de basket est vraiment bon. On est vraiment, il y a toutes les équipes qui sont là méritent d'être là. Enfin, elles ont le niveau entre guillemets pour être là où elles sont. Alors, on peut regretter le fait que Philly ait perdu malheureusement Embiid au début de la série pour ne pas avoir des affrontements un petit peu plus accrochés sur cette série-là qui semble être la moins passionnante, mais de l'autre côté, enfin, quand tu regardes les trois autres séries, enfin, ça joue. Et le retour, j'aime bien le retour un peu de la guerre à l'est et le feu à l'ouest. Ouais, il y a vraiment cette sensation, ouais. Où parfois, on l'a dit sur certains cartons, certaines séquences à l'est pour les attaques, c'est très poussif, et de l'autre côté, pour les défenses, c'est parfois très poussif aussi, tu vois. Donc oui, enfin, c'est un second tour de bonne qualité. Pour l'instant, je trouve que ce sont de bons playoffs. Alors j'ai l'impression de dire ça chaque année, mais je trouve que ce sont de bons playoffs. Le truc avec les playoffs, c'est que souvent on va les juger sur les 4 ou 5 dernières séries. Donc il va falloir que les 4 ou 5 dernières séries soient aussi de bon niveau parce que si tu as un bon premier mois mais que la fin est un peu décevante, souvent on juge un peu les playoffs négativement. Bah moi Tom, tu l'as dit, recentrons-nous sur le terrain. Il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps, des joueurs qui il veut blesser un tel et tout. Alors déjà, je trouve que les gens souvent on sous-estime le niveau des basketteurs professionnels. Là, on sous-estime parce que les mecs ont quand même une capacité de réflexion sur certaines fois. Ils veulent blesser les mecs intentionnellement, ou ils arrivent à réfléchir à des mouvements en un dixième de millième de seconde. Ça m'impressionne. Enfin, franchement, si les mecs sont capables de faire ça, il faut envoyer leur cerveau à la NASA. Et puis, recentrons-nous sur le terrain parce que pour une fois qu'on a, je trouve, un second tour super attirant où en plus il y a peut-être une ou deux séries qui pourraient être plus courtes que les deux autres, mais où je trouve que le niveau de jeu est, globalement est vraiment intéressant. Est-ce qu'on pourrait se recentrer là-dessus? Enfin, vraiment. Donc, ouais, clairement. Et puis, là, c'est le côté provoque, Tom. J'attends la prise de pouvoir de la nouvelle génération qu'on m'a vendue après un tour de play-off. J'attends de voir. Enfin, je sais pas, moi. J'attends de voir en quoi mon DH20 va avoir 8 joueurs de moins de 25 ans dans le top 10. C'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, il n'y a pas de mouvement. En fait, les oui, il y a du mouvement quand même. Il y a quand même du mouvement, je trouve. Les places changent, mais pas les noms, Tom. Il y a des noms qui descendent bien. Il y a des noms qui vont descendre sévère dans le DH20, mais pour ceux qui nous découvrent, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA qui est fait de manière annuelle après la saison, mais il n'y a pas un mec qui prend 15 places, Tom, ou qui prend 10 places. Ça n'existe pas, hein, de moins de 25 ans. On n'a pas le droit de révéler nos... De toute façon, on connaît pas nos classements. Mais moi, il y a personne qui prend 10 places. Hein. Oui, mais tu vois, l'effort, en fonction d'où tu pars. Après, par exemple, pour prendre le cas, je sais pas moi, de Morant ou des gars comme Bam ou des gars comme ça. Enfin, c'est des gars qui étaient hors classement, mais du coup, tu peux pas avoir ils vont peut-être pas rentrer dans le top 10 par exemple, mais par exemple si on prend l'exemple de Jason Tatum par exemple ou de Devin Booker qu'on avait l'an dernier, même si ils gagnent pas 10 places, le fait de rentrer dans un certain tiers, pour moi ça vaut l'effort de gagner 10 places du tiers en dessous, tu vois. Je vois.
Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire, où ils accèdent à un nouveau palier, donc c'est fort d'accéder à un nouveau palier. C'est sûr que quand tu réfléchis plus en palier qu'en place, Ouais. moi après j'avoue que j'adapte mes paliers à, comment dire, c'est peut-être une différence entre nous deux, mes paliers changent selon l'année. Je pense que les tiens changent pas en fait. Les tiens ils sont scellés dans le marbre, alors que les miens en fait vont changer parce que je sais pas, si j'ai un palier où tout d'un coup sur une année j'ai 6 joueurs et ensuite j'en ai 0 sur celui d'après, je me dis il faut réadapter le truc parce que ça marche pas. Moi, mes tiers changent selon qui est premier et est-ce que la personne est première seule. D'accord. Je ne ferai pas. Je ferai pas de commentaires. Je ne ferai pas de commentaires. Bref. En tout cas, on va enchaîner. Vous connaissez la tradition pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. C'est la période où on tease le DH20 de manière totalement disproportionnée. Ça a commencé. Et là, on est entré dans cette période où, je t'avoue, Tom, moi, j'ai fait déjà mon premier classement, je l'avais dit avant les playoffs, et j'ajuste, pour pas avoir le truc, tu vois, parce que si tu le fais d'un coup, tu peux être trompé par tes biais. Là, si t'as juste de manière, allez, on va dire hebdomadaire ou pas loin, c'est un peu plus précis. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Profitez bien des playoffs, parce on a déjà eu ce cas de figure dans la nuit de jeudi à vendredi ou samedi à dimanche où il n'y avait pas de match. Bref, il y avait une nuit sans match et ça va. Jeudi, vendredi, je crois. Jeudi, vendredi où il y avait pas de match, donc ça va. C'était pas samedi, dimanche, peut-être vendredi, samedi. Bref, on avait une soirée sans match et ça va petit à petit de plus en plus être le cas. Donc profitez bien des matchs actuels, surtout qui sont de très bonne qualité. Je te remercie Tom pour cet épisode. On vous rappelle de nous suivre sur Twitter, YouTube, toutes les plateformes Acast, Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast 5 étoiles si vous le pouvez. On retourne voir les matchs Tom, on retourne se reposer surtout, on en a besoin et puis on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut.